Alors, nous allons commencer cette conférence que l'on a nommée Mythes et réalités du travail de photographe aujourd'hui. Pourquoi avons-nous pris ce titre? Parce qu'on se rend compte que la vision que les extérieurs ont de la vie de photographe, c'est... il y avait une étude qui avait été faite, ou un sondage, je ne sais plus. Les gens pensaient qu'à 70% on faisait la fête, 30% on faisait des photos. Non merde, il me reste plus de 0%. Mais bon, que globalement on passait notre temps à faire la fête et faire des photos. Et in fine, la réalité de la vie de photographe, c'est 15% prendre des photos, 30% faire de la post-production, et le reste c'est lié aux démarches commerciales, à la comptabilité, aux problématiques juridiques. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de faire une conférence à ce propos. Alors, c'est une conférence que l'on va faire avec 3 témoins, 2 témoins photographes et un témoin parlementaire, que je vais présenter les uns après les autres. Alors, je vais peut-être commencer par le plus lointain pour moi sur la table, par Gilles Galloyer. Gilles est photographe depuis maintenant un peu plus de 30 ans, sauf erreur de ma part. 37 ans, mon Dieu. 37 ans de photographe. Il est basé dans l'Isère, numéro 38. Ouais, je suis incollable hein, sur les numéros de département, donc vous pourrez essayer. Bon, bref. Parce qu'après, je vous présenterai le sénateur, vous verrez. Bref, et donc Gilles travaille principalement en termes de commandes pour des entreprises, donc la communication institutionnelle des entreprises, mais fait également des expositions. Ensuite, le sénateur Bonneau, François Bonneau, je crois, hein, c'est ça, c'est François, pardon, j'ai un doute sur votre prénom, qui est le sénateur de la Charente, 16, c'est ça, hein, numéro 16, ouais, parce que 17 c'est Charente-Maritime. Ouais, donc alors, bon, il faut avoir un petit peu d'humour hein, quand même, mais enfin essayer du moins. Le sénateur Bonneau est donc, François Bonneau a été élu sénateur il y a maintenant 2 ans, et auparavant, il avait plusieurs fonctions électives locales, et notamment une qui pourra peut-être nous intéresser, ou même très vraisemblablement nous intéresser, puisqu'il a été le président du conseil départemental de la Charente. Et quel est le chef-lieu de la Charente? C'est Angoulême. Et qu'est-ce qui se passe à Angoulême? Le festival de la bande dessinée. Donc c'est un homme qui est très soucieux du devenir des auteurs, de manière générale. Mais il se présenterait après lui-même de manière un peu plus avant. Et enfin, Aline Deschamps, qui est donc la plus jeune d'entre nous, puisqu'elle a moins d'années d'expérience que Gilles Galloyer. Donc je ne dirai pas son âge, mais vous pourrez faire un petit calcul. Alors, Aline est basée à Beyrouth. Elle est auteure-photographe depuis maintenant 2 ou 3 ans. Elle est diplômée en master de relations internationales, je crois à la Sorbonne, si je ne me trompe pas. Et elle travaille essentiellement, beaucoup du moins, sur tout ce qui va toucher à l'identité, à l'héritage culturel, l'exil. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a remporté le prix UPP l'année dernière, et donc elle a été exposée cette année dans les locaux de l'UPP. Voici pour les présentations. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une conférence qui soit un petit peu interactive, qui soit mouvementée. Donc, non seulement nos témoins vont s'exprimer, mais on va aussi laisser la salle s'exprimer et peut-être poser des questions. Alors, je commencerai peut-être par Gilles, le plus ancien. Je suis désolé, j'insiste lourdement. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous présentes la façon dont toi, tu vois ton travail aujourd'hui, avec ce qui réussit correctement, ce qui se passe bien dans ta pratique photographique, mais aussi quels sont les points de blocage, non pas tes points de blocage artistiques ou personnels, parce que ce n'est pas le lieu de cette conférence, mais plutôt tes points de blocage qui seraient autres, par des tiers, juridiques, fiscaux, économiques. Là, l'imagination est au pouvoir.
Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, j'ai 37 années de photographie indépendante derrière moi. Voilà, ça commence à compter. En fait, j'ai démarré par une solide formation au Gobelin et ensuite enchaîné par un service militaire comme photographe au service de l'enseignement de la marine. Et après, je me suis mis à mon compte. Voilà, et j'en suis jamais sorti, j'ai jamais rien fait d'autre. Et j'en ai toujours vécu. Donc j'ai des enfants, j'ai acheté des appartements, je les ai revendus, enfin voilà, la vie quoi. Donc c'est pour dire qu'économiquement c'est viable. Simplement, il faut savoir s'y prendre. Et c'est vrai que les jours que nous vivons, enfin, je ne veux pas noircir le tableau, mais la photo est quand même en difficulté. Et il va falloir la défendre. Il va falloir la défendre vraiment pied à pied. Là, par exemple, en ce moment, il n'y a plus aucun devis qui passe. Sans avoir changé les prix, sans être revenu sur quoi que ce soit pour des prestations équivalentes d'il y a ne serait-ce que 6 mois. Plus rien ne passe. Les entreprises ont le nez dans leur facture d'énergie, donc elles coupent toute communication. Voire à dire que communiquer, c'est indécent dans la période qu'on connaît. Donc ça va être un problème. Alors là, moi, je le ressens très fortement au niveau des entreprises. Donc il va falloir passer le cap. Alors on a traversé des crises par le passé. La première guerre du Golfe avait été quand même un choc. Ce qui est nouveau, c'est que là, c'est l'empilement des crises. C'est-à-dire que le Covid n'est pas complètement terminé. Et la guerre en Ukraine s'est déclenchée en début d'année. Donc il va falloir tout réinventer. Et l'imagination n'est pas seulement qu'au studio quand il s'agit de répondre à une commande, elle est aussi dans les moyens de gestion. Donc là, on a besoin des partenaires, experts comptables, enfin les autres photographes aussi, l'UPP, qui est grande ressource de solutions. Et puis il faut discuter avec les gens, avec les URSSAF, il faut leur poser des questions, il faut toujours aller de l'avant, être proactif pour devancer les problèmes, et surtout anticiper et pas attendre que ça nous tombe sur le coin de la figure. Donc voilà un petit peu comme ça que j'ai réussi à me faufiler. Alors c'est sûr que dans les années 80, c'était plus simple. Le photographe était vraiment attendu, était la cheville fondamentale de l'ensemble de communication des entreprises. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut bien le savoir. La technologie, on n'a jamais eu des outils aussi performants qu'aujourd'hui pour faire de l'image. Et le niveau, je considère, n'a jamais été aussi bas. Donc, c'est vraiment paradoxal. C'est absolument incompréhensible, mais je pense que c'est lié aussi à l'imaginaire collectif et au smartphone qui banalise tout. Et les clients ont toujours l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire une photo. Alors qu'en fait, j'explique qu'on a juste déplacé, je vais être un peu vulgaire, les emmerdements. Voilà. Et avant, on ne faisait que de la prise de vue. Le reste était confié au labo. Et on s'occupait que de gérer la relation avec le labo, le traitement, le développement, etc. Alors qu'aujourd'hui, on fait tout. On fait tout sans pour autant pouvoir tout rémunérer non plus. Mais c'est indispensable aussi à la vie de l'image. D'accord. Donc voilà. Ce qui serait bien, c'est que Aline puisse aussi se présenter de la même manière que toi, pour qu'après on puisse rebondir. Voilà. Je passe donc la parole à Aline. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai un parcours très différent de Gilles parce que j'ai une toute petite carrière photographique en tant que professionnelle. Je dirais que j'ai vraiment commencé à vendre des sujets il y a 2 ans. Et c'est vrai que j'avais pas forcément prévu d'être photographe documentaire. Et quand je suis allée à Beyrouth, pas du tout dans le profil de faire un métier de photojournaliste, mais pour suivre une histoire d'amour. En fait, j'ai documenté un sujet qui était sur les employés de maison et ces images ont beaucoup tourné. Et de fait, j'ai reçu des commandes après ça. Et pour parler vraiment des mythes, quand j'étais pour la première fois contactée par des agences ou par des médias, en fait, je suis tombée dans le piège de directement donner mes images. Et donc, toute cette première année-là, en fait, ça fait même qu'1 an que je vis vraiment, parce que j'ai compris qu'il fallait en fait faire payer les photos. Mais cette première année-là a été un enfer quelque part pour moi, parce que j'ai signé des contrats que j'aurais pas dû. Donc, premier conseil que j'ai envie de dire, c'est lisez vraiment très bien vos contrats et faites-les passer à d'autres personnes, parce que encore aujourd'hui, je suis piégée par ça.
Et je pense que c'est important de lever le tabou dessus, c'est qu'en fait, même des grandes agences, même des grands médias peuvent vous piéger. Et on se dit que c'est pas possible quand on est un peu naïf et quand on vient juste de commencer et quand en fait on se dit si quelqu'un vient me démarcher, c'est parce qu'il considère mon travail. Et en fait, faut faire confiance en personne, à part à vous-même et faire relire les contrats de chacun. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je suis toujours en cours d'apprentissage, notamment avec l'UPP, donc, que j'ai connu par ce concours de photographie dont j'ai été l'heureuse lauréate. Mais j'ai compris en fait tout le travail de plaidoyer et de défense des droits en m'intéressant plus à l'organisation. Et c'est un privilège énorme de savoir qu'en fait on peut partager nos connaissances et les droits en fait auxquels on a droit en tant que photographe. Donc voilà, moi je pense comme Mathieu que ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être de pouvoir poser des questions et d'échanger directement avec vous. Moi, de ma petite expérience, avec monsieur le sénateur aussi, avec Gilles. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques à nous les transmettre pour qu'on puisse y répondre. Oui. Ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'était la façon dont tu abordais notamment les contrats et la partie juridique, c'est-à-dire la partie droit d'auteur. Ouais. Est-ce que, monsieur le sénateur, vous avez, du point de vue parlementaire, des avancées? Alors, évidemment, il existe le Code de la propriété intellectuelle avec l'ensemble de tout ce qui existe, qui régit le droit d'auteur, mais est-ce que vous voyez, vous, dans le travail législatif, peut-être la façon dont il se passe, ce travail législatif, comment on peut faire passer peut-être de nouvelles formules pour pouvoir mieux protéger les auteurs de manière générale et peut-être les photographes plus en particulier. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, dans la présentation que vous avez fait, donc aujourd'hui je suis parlementaire, mais c'est vrai que pendant 20 ans, je me suis occupé activement, on va dire, d'un pôle image qui s'appelle le pôle image Majalis, qui est à Angoulême, comme vous l'avez rappelé, et qui s'est occupé à la fois de la bande dessinée, du cinéma d'animation et du jeu vidéo. Et c'est vrai que voilà, j'étais vraiment sensibilisé aux questions qui sont les vôtres aujourd'hui, puisque notamment pour la bande dessinée, c'est un secteur en pleine expansion et qui tire aujourd'hui l'ensemble de l'édition. En revanche, j'ai rencontré beaucoup de précarité chez les auteurs, puisque voilà, il y a un grand nombre d'auteurs qui ont beaucoup de mal à vivre de leur travail, hein, comme vous en avez parlé, en plus dans des situations de crise comme celle que l'on vit aujourd'hui, et qui sont pour un certain nombre au RSA, enfin qui ont beaucoup de mal à vivre de leur métier, de leur savoir et de leur art. Donc s'agissant de la question législative, alors certes, on a la chance en France d'avoir lutté il y a un certain nombre d'années pour l'exception culturelle française. Et c'était important parce que si on l'avait pas fait, on n'aurait quasiment plus de cinéma. Enfin bon, on aurait beaucoup d'artistes qui vivraient très mal et que bon, on peut se souhaiter d'avoir fait ça. En revanche, c'est vrai que le code de la propriété intellectuelle, il est perfectible. En tout cas, vous concernant, il l'est. Et on voit bien, soit à travers des métadonnées ou des banques de données internationales ou du pillage pur et simple qu'on peut faire de vos photos, que bon, on arrive allègrement à diffuser des images et que vous avez beaucoup de difficultés pour pouvoir faire reconnaître votre travail et votre propriété intellectuelle. Donc la législation, effectivement, il faut la faire évoluer. Alors, il y a eu des textes en 2014 et en 2019 qui sont des avancées, hein, mais pas suffisantes, puisque malheureusement, voilà, vous constatez vous-même que vous avez énormément de mal à vous défendre quand vous voyez, comme ça vous arrive, j'imagine, à tous, des photos qui ont été prises par des professionnels et qui sont exploitées par d'autres sans avoir payé aucun droit. Donc voilà, le travail législatif, je rappelle, vous le connaissez, c'est-à-dire qu'il peut émaner soit du gouvernement avec un projet de loi discuté, Assemblée, Sénat, avec des amendements, et puis après il y a un vote, et puis
un accord des deux côtés, ou sinon un vote qui finit à l'Assemblée. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les propositions de loi qui sont émises par les parlementaires eux-mêmes, sur des sujets qui les intéressent, qui les concernent, et sur lesquels voilà, ils peuvent proposer ça, même si c'est pas aussi simple que ça peut paraître, parce qu'il y a un chemin qui est compliqué. Il faut être validé par un groupe, il faut pouvoir utiliser une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre de tir, pour pouvoir la présenter, et puis après il faut vérifier qu'il n'y a pas eu de choses déjà qui traitaient de ce sujet, et puis après la défendre. Et une fois qu'elle est défendue, eh bien la faire voter par les deux chambres. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, c'est notre mission, mais c'est aussi un chemin qui n'est pas toujours un fleuve tranquille, si je peux utiliser cette métaphore. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut. C'est bien que vous ayez rappelé le fait que le chemin législatif n'est pas un chemin fait de roses et en ligne droite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Régulièrement, on entend de la part des photographes, oui, bon, on n'a qu'à changer la loi et puis ça ira mieux. Ben non, c'est pas si simple que ça. Pour revenir au témoignage, alors je ne sais pas, ce sera entre Aline et Gilles, hein, lequel de vous deux veut nous dire, par exemple, ou témoigner de peut-être de difficultés avec, peut-être dans le cadre d'une commande ou dans le cadre d'une exposition, de difficultés d'application, notamment tout simplement de la loi, c'est-à-dire des règles législatives qui nous entourent sur nos œuvres. Je vais répondre, oui, à travers une anecdote. Alors les anecdotes, je pourrais faire un livre, hein. Ça pourrait être intéressant, les brefs de studio, ça c'est... Alors un jour, j'ai été contacté par une boîte qui fabrique les emballages pour la vache qui rit et pour le Roquefort Société. L'entreprise fêtait ses 50 ans et désirait marquer le coup par une expo directement dans l'usine. Donc on est parti sur des tirages 70-100, donc des grands formats. Et puis donc j'ai circulé comme ça, d'atelier en atelier, en photographiant les gens au travail. Alors là, il y a déjà eu une première étape, c'est que le délégué CGT n'a pas voulu se faire photographier parce qu'il a considéré que j'étais le bras armé de la direction, alors que moi, je suis pauvre prestataire de base. Enfin bref, voilà. Donc on n'est pas tous égaux devant la CGT, c'est clair. Et donc je ne l'ai pas photographié. Ceci dit, j'ai montré les photos au client, il a fait son choix, on a fait les tirages 70-100, on a fait l'expo. Et donc, comme la loi l'exige, nos photos doivent être signées. Donc, moi, j'ai un petit logo parce que j'ai un nom commercial en plus de mon nom propre. Et donc, en bas à droite du tirage, j'avais créé une marge pour ça. Donc, le logo apparaissait et la CGT a fait apposer un carré noir sur le logo. Voilà. La raison, c'était parce qu'il ne s'agissait pas que le photographe se fasse de la com sur le dos des travailleurs. Alors, j'ai dit au responsable de la CGT que son système était tout à fait intéressant parce que beaucoup plus efficace que le mien, parce que les gens allaient retirer le petit carré noir et retiendraient beaucoup mieux mon nom. Voilà. Donc ça, alors, faut être capable de se le gérer. Alors, bon, c'est sûr qu'avec l'expérience, on a l'humour qui s'est développé quand même. Puis il faut rester zen et calme. Voilà. Donc après. J'ai d'autres anecdotes où Schneider Electric m'envoie faire des photos en Russie, par exemple. Bon, sur 4 séjours de 15 jours à chaque fois. Donc ça aussi, il faut se gérer, il faut faire sa douane, il faut pour embarquer le matériel dans l'avion. Enfin bon, là par contre, c'était très positif. Et des fois, quand il y a la barrière de la langue, j'ai l'impression qu'on se comprend mieux. Merci. Et Aline, je sais que toi, tu as fait plus d'expositions, je crois, que de commandes, non? Ou je me trompe? Non, peut-être pas. Alors, bon, c'est moi qui me trompe. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu as déjà eu... Oui, tu as fait des publications, toi. Tu as fait pas mal de publications presse. Ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as été confronté aussi parfois à des freins de la part de tes commanditaires? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées difficilement ou du moins que l'application de nos règles légales te semblait un peu difficile de la part de ceux qui payaient?
Moi, je vais vous raconter une anecdote où j'ai pour le coup été vraiment piégée et bloquée. Comme je vous ai dit, quand j'ai commencé ma toute jeune carrière de photographe, j'ai au début donné mes photos parce que je voulais parler d'un sujet qui m'était cher, qui était sur le trafic de ces femmes employées de maison au Liban. Et donc, pour moi, je voulais que ça soit le plus diffusé possible parce que c'était une situation d'urgence et que j'avais envie que ce sujet soit repris par les médias. Donc, je les ai donnés. J'ai fait pas mal d'interviews et d'entretiens aussi auprès de différents médias. Avant qu'une certaine grande agence banque d'images vienne me contacter et me dit gentiment « Mais Aline, est-ce que tu as déjà reçu de l'argent pour ces photos ?» Ce à quoi j'ai répondu non. Et on m'a dit « Ah, mais c'est génial, on va pouvoir te rémunérer et on aimerait te racheter ces photos que tu as diffusées. » Et pour l'histoire, c'était des photos de ces femmes employées de maison sur la plage, donc c'était presque plus un travail artistique et documentaire. Et moi, j'avais retenu une chose sur le droit d'auteur, c'est que je savais qu'en France, le photographe était toujours détenteur de ses droits d'image et d'auteur. Et donc, quand j'ai signé ce contrat que j'ai lu, mais qui était... Vous savez, c'est toujours mis sous une forme assez abstraite, c'est-à-dire que, je me souviens, il y avait cette ligne qui disait « Vous pouvez utiliser ces images à des fins personnelles ». Donc, moi, je me suis dit, bon, très bien, je continuerai à pouvoir utiliser ces images en parlant de ce sujet parce que je ne les vends pas. De toute façon, je ne les ai jamais vendues, mais au moins, je pourrais continuer à les communiquer. Et donc, je donne ces photos, enfin, je signe ce contrat et je donne ces photos à cette agence qui, pour éclaircir le mystère, elle s'appelle Getty, donc faites attention. S'il y a des représentants de Getty ici, bonjour et on pourra en discuter après. Donc Getty achète ces images pour la modique somme de 150 €. Et puis, je suis devenue ambassadrice Canon. Et donc, Canon m'a demandé de faire une interview, un entretien, en présentant mon travail et notamment mon prisme en tant que photographe. Donc forcément, j'ai dû utiliser ces photos qui, pour moi, étaient un peu le projet le plus phare que j'avais fait pour expliquer mon discours en tant que photographe documentaire. Et j'ai eu le bonheur de recevoir un appel de Getty Images en me disant que ces photos ne m'appartenaient plus et que je n'avais pas le droit de les utiliser. Et soit il fallait que Canon paye un prix exorbitant pour pouvoir exploiter ces photos, ou qu'il fallait que j'enlève cette vidéo en tant qu'ambassadrice. Et donc, mon monde s'est effondré parce que dans ma jeune carrière, je me suis dit, alors déjà, ma série la plus importante, je ne peux même plus la diffuser. Mais en plus de ça, ils m'ont eu pour 150 €. Enfin, c'est juste absolument... en fait, le prix, pour moi, était tellement scandaleux que je me suis dit, c'est comme quand tu fais une petite publication et que c'est un petit média et qu'on on te donne pas beaucoup d'argent, mais voilà, c'est presque de l'argent de poche, quoi. Mais la représentante de Getty m'a expliqué qu'en fait, j'avais signé pour 15 ans où je pourrais pas utiliser ces photos. Et ça a été peut-être le plus grand choc que j'ai eu, et donc c'est pour ça que je vous dis regardez bien vos contrats, parce que même de ce que quand vous apprenez, quand vous dites ok, je peux utiliser pour des fins personnelles et donc je peux faire des interviews avec ça même si je les vends pas parce que j'ai envie de diffuser ces images, en fait ça rentre pas dans le cadre personnel. Et quand j'ai expliqué ça à Getty, ils m'ont dit mais non, le cadre personnel en fait c'est que tu puisses les diffuser sur ton site internet et sur Instagram, c'est tout. Et donc, voilà, il faut faire très, très, très attention à ça, parce que ça m'a bloqué énormément de publications où ensuite je n'ai pas pu les vendre, ces photos, parce qu'en fait, elles appartiennent maintenant à Getty. Et voilà, donc même quand on est jeune photographe et qu'on cherche à soit avoir de la visibilité pour parler de son travail, soit parce qu'un sujet vous est cher et que vous avez envie de le partager au plus grand nombre et que vous pensez qu'en fait en passant par Getty, ça va pouvoir être repris par d'autres médias, faites attention parce que ça peut vraiment vous bloquer dans votre parcours. Merci Aline. Est-ce que dans vos pratiques photographiques, ou du moins les relations que vous avez avec vos correspondants, donc les commanditaires, vous avez déjà été confronté avec les banques d'images, à savoir des banques d'images installées pour la plupart à l'étranger, qui vendent leurs photographies à vil prix et sans reconnaissance du droit d'auteur.
en disant, bah oui, non mais mon petit bonhomme, ta prestation, tes droits sont beaucoup trop importants par rapport à ce que l'on pourrait trouver sur une banque d'images. Est-ce que cela, ça vous est déjà arrivé? Et comment vous avez pu réagir par rapport à ça? Et après, ce qui serait bien, c'est que, monsieur le sénateur, vous puissiez réagir par rapport aux banques d'images, si vous voulez bien. Alors, je ne suis pas forcément le bon exemple, parce que moi, j'ai jamais rien confié aux banques d'images. Ma banque d'images, c'est moi-même. Oui, toi, c'est ta banque Voilà. d'images, mais que ton commanditaire te dise, en définitive, vos photos sont très chères par rapport à ce que l'on pourrait trouver ailleurs. Ah oui, la lutte des prix, oui. Bah ça, alors oui, j'ai un cas très précis. Par rapport aux banques d'images, pas par rapport à un confrère, oui. hein, on s'entend. Hein. Non, mais non, c'est pas arrivé ça. Non, moi je suis pas dans ce circuit-là en fait. Non, simplement. Non, j'ai jamais confié mes photos à quiconque. Là-dessus, c'est. Ouais, alors je me suis peut-être mal exprimé, pardon. C'était plutôt que lorsque tu te retrouves face à une entreprise qui a un besoin d'image, que celle-ci t'indique qu'en définitive tes prix sont beaucoup trop importants pour tes photos par rapport à ce qu'elle pourrait trouver sur une banque d'images. Alors oui, ce qu'il y a, c'est que... Alors ça, c'est le vent a un petit peu tourné de ce point de vue-là, parce que les entreprises se rendent compte qu'elles ont besoin de photos personnalisées quand même. Moi, j'ai un cas précis où une entreprise avait acheté une photo sur une banque d'images. Ça avait servi à la communication du Macumba, donc à l'époque où il était encore debout, et à une marque de saucissons pour vendre des saucissons. Donc, fort de cet exemple-là, ils ont décidé de commander des photos pour eux-mêmes, quoi, avec un vrai photographe. Donc voilà, moi, c'est un univers que j'aborde peu, quoi, jamais même. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de photographes, alors il y en a peut-être certainement dans la salle, et ce qui serait bien, c'est qu'ils puissent, dans ce cas-là, témoigner eux aussi, le cas échéant, qui se retrouvent confrontés avec des commanditaires qui indiquent que oui, les banques d'images sont beaucoup moins chères, beaucoup plus pratiques, et que donc faire appel à un photographe professionnel à un moment T revient beaucoup trop cher et quelque part revient non seulement trop cher, mais en plus est problématique puisque ça prend du temps. Donc, est-ce que... Oui. Renaud Valliez, du Bonjour, Nord. Renaud, ça marche? Pardon. Pardon. Ça marche comme ça? Donc moi, je suis Renaud Voyer, je viens du nord de la France. Et plutôt qu'être confronté à une banque d'images déjà existantes, c'est plutôt, monsieur voudrait faire appel à vous, donnez-moi un tarif. Je rappelle, quelques temps plus tard, on est passé par Miro, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins cher. Et c'est ça le plus gros problème. C'est qu'avec les startups et modéliser des choses sans prendre en compte le droit à l'image, moi j'ai déjà demandé à Miro, qu'est-ce que vous vendez à vos clients? Comment vous cédez des droits à vos clients? Et qu'est-ce que les photographes que vous employez cèdent? Et c'était complètement opaque, c'était complètement fou. C'est ça le gros problème. C'est pas trop les banques d'images, hein, à mon avis. Mais ça, Renaud, là, le vent, il a déjà tourné de ce point de vue-là, parce que Miro a quand même licencié la moitié de son personnel. Et il y a deux choses différentes. Ce dont parlait la question dont parlait Mathieu, c'est par rapport surtout aux photos de stock, parce que les banques d'images, ce sont des photos de stock. Alors c'est vrai qu'elles ont les photos, on va dire les banques low cost d'images ont complètement bouleversé et appauvri le marché des photographes. Ceci dit, un client ne va pas appeler, soit il va directement chercher les photos pas chères. Et s'il ne les trouve pas, il va appeler un photographe. S'il ne trouve pas la photo qui lui convient, pas cher, ce qui est heureusement encore ce qui arrive assez souvent. Mais il ne va pas appeler un photographe en lui disant vous êtes trop cher parce que voilà, s'il appelle un photographe, c'est qu'il n'a pas trouvé le low cost. Voilà, et donc, il aura besoin d'images à leur juste prix. Quoi, voilà. Après, Miro, etc., ce sont des photos de commande. C'est surtout l'immobilier, des choses comme ça. Mais c'est un autre problème encore, quoi. C'est autre chose. Oui, c'est la différence entre... et après, ça va être
Lénie qui va parler. C'est la différence entre, d'une part, la commande et d'autre part, l'achat d'archives. Ce sont deux choses différentes, mais les deux, a priori, ne respectent pas le droit d'auteur. Et donc, c'est là que ça pose problème. Donc, ça, c'est le premier point, c'est un point juridique et légal. Et le deuxième point, après, ce sont les prix qui sont extrêmement faibles. Donc là, c'est un problème économique. Ce sont deux choses différentes. Et on parlera après sur la partie juridique avec le sénateur Bonneau. Mais je vais te laisser la parole et ensuite au sénateur. Juste pour dire qu'après le low cost, ce n'est pas le photographe qu'on appelle, c'est l'amateur. Et j'ai été confrontée personnellement à plusieurs situations où, par rapport à un travail qui m'était demandé, on dit « Oh, bah, finalement, on va faire un concours avec les amateurs. Un concours gratuit et ils seront contents parce que ils seront exposés ou ils auront leurs photos sur la plaquette. Enfin, voilà. Et des grands organismes. Donc ça, c'est un sacré problème. Donc il y a un problème. Est-ce qu'on est dans le respect de la loi ou est-ce qu'on est en dehors de la loi? Complètement en dehors. Voilà, donc c'était ça. Totalement en dehors, mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. D'accord. Oui, il est clair que la tentation est forte pour certains d'aller chercher des photos à bas coût ou à bas prix pour les utiliser. Je crois qu'il faut qu'on lutte collectivement contre ça, très, très clairement. Moi, j'étais sensibilisé par les journalistes de mon département, parce qu'effectivement, ils s'apercevaient que, voilà, quand il y avait par exemple un personnage célèbre qui disparaissait, eh bien, voilà, on venait pomper les photos du journal et puis on les diffusait un peu partout. Et donc, voilà, ils se sont émus de ça. Ils avaient tout à fait raison, parce que c'est vraiment piller votre travail. Et votre difficulté, je dirais, c'est que quand vous signalez ça, que vous voulez lutter, c'est très compliqué, parce que vous êtes seul face à voilà, toute une procédure qu'il faut enclencher, qui est longue, coûteuse, aléatoire. Et c'est là où effectivement le législatif doit pouvoir vous aider à l'avenir, avec des choses qui soient très claires par rapport à cette propriété intellectuelle, et du fait que de l'utiliser expose les personnes qui le font à des sanctions à la fois financières et pénales qui seront, elles, on peut l'espérer, dissuasives. Pierre Ciotte. Oui, juste un témoignage là, sur les banques d'images. Moi, j'ai été confronté là très dernièrement parce que je collaborais avec une revue de l'économie sociale à Marseille. Alors, ce n'était pas un gros contrat, hein, puisqu'ils devaient me payer 80 € la photo, mais c'était un tarif que j'avais négocié il y a 10 ans, et donc pendant 10 ans, on a traité à 80. Et là, aujourd'hui, je m'aperçois quand même que 80, c'était assez honorable avec ce qui est payé par Libération, qui est de l'ordre de 72. Donc, on n'était pas tout à fait comme hors des clous. Mais là, depuis... après le Covid, ils ont changé de graphiste et donc ils ne m'ont plus appelé et j'ai été remplacé par des manques d'images. Et là, d'un point de vue législatif et réglementaire, ils ne sont pas hors la loi. Ils ont le droit d'aller acheter des images à bas coût. Et aujourd'hui, il n'y a aucun texte de loi, il n'y a aucun moyen de pression qui fait qu'on peut empêcher ce phénomène. Et effectivement, vous avez raison, monsieur le sénateur, le photographe, il se retrouve tout seul devant ça, et que ça fait partie de nos combats de dire qu'il faut limiter ces banques d'images, leur demander de respecter les droits sociaux, ce qui n'est pas fait chez eux, de respecter les droits d'auteur, ce qui n'est pas fait. Donc ça, c'est un point, mais je voudrais répondre aussi à Aline sur l'histoire de Getty, parce que je suppose que vous n'avez rien fait derrière cet état de contrat et que vous le subissez aujourd'hui. Or, moi, j'ai quand même un peu d'expérience juridique de par ma fonction de vice-président de l'ACEF. Je vous conseille de vous rapprocher de l'ACEF et de nos juristes, parce qu'à l'évidence, ce contrat, il est abusif, il est léonin, et que dans tous les cas, ils ne peuvent pas vous dire on vous a acheté une photo 150 € et on en détient tous les droits. C'est juste pas possible, parce que dans la loi, c'est un non-respect de la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que la loi oblige, c'est dans le code de la propriété intellectuelle, que chaque utilisation, la rémunération soit proportionnelle à l'utilisation qui est faite, et pas uniquement un achat d'images à 150 € comme ça a été le cas là. Donc je pense que ce contrat, il est complètement abusif. Deuxièmement, ça m'étonne énormément, puisque Getty, alors ils jouent sur le fait qu'ils sont
Une fois, ils sont banque d'images, donc c'est ce qu'ils font là, et une fois, ils sont agence de presse. Et agence de presse et de communication, une agence, c'est un mandataire des photographes. Donc il peut y avoir un contrat. Donc dans le meilleur des cas, ils auraient dû vous proposer de prendre en dépôt, enfin de prendre vos photos dans la banque d'images de Getty, et ensuite, à chaque utilisation, vous reversez un pourcentage de ces ventes sur le truc. Mais là, je pense que c'est complètement abusif, et par rapport à la ligne sur l'utilisation privée, c'est pas à eux de juger que l'utilisation privée, elle est uniquement pour Instagram et votre site Facebook. Si dans le cadre de votre mission d'ambassadeur à Canon et que ça génère pas de profit, on est dans de l'utilisation privée. Donc je pense que ce contrat, et je vous invite à vous rapprocher des services de la CEF pour, si vous n'y êtes déjà, comme je vous conseille à tous, de devenir sociétaire de la CEF, parce que sur les protections et sur la lutte collective, c'est encore le meilleur des systèmes, avec bien sûr celui d'adhérer à l'UPP. Merci beaucoup pour votre retour. Alors, juste pour éclaircir, c'est même pas 150 € la photo, c'est 150 € la journée où j'ai pris plusieurs photos, donc on va dire une dizaine de photos. Donc ça revient quoi, à 15 € la photo. Donc déjà, ça c'est la première parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est que moi j'ai dit à Getty que j'étais prête à carrément rembourser leurs 150 € pour avoir les pleins droits sur mes photos, ce à quoi ils ont refusé. Je leur ai dit que je pensais que c'était un cadre illégal parce qu'encore une fois, le photographe doit être propriétaire de ses droits d'auteur. Ce à quoi, en fait, on m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Et dernièrement, j'ai oublié qu'est-ce qui... Pardon. Mais non, en fait, c'est arrivé dans une sorte d'impasse complètement absurde. Et c'est un... Ah oui, voilà. Et quand vous disiez que ces photos, si elles avaient été utilisées, on recevrait ce qu'on appelle des royalties en anglais, mais en gros, c'est un pourcentage à chaque vente. Je tiens à rappeler que en fait, l'année où j'ai signé avec Getty, c'était en 2020. Et je crois que c'est l'année où ils ont arrêté de reverser des royalties. Donc ce qui est fou, c'est que je vois ces photos-là être vendues parfois 450 € la photo à l'unité sur Internet. Par contre, le photographe ne perçoit absolument rien. Et ça sera pendant 15 ans. Donc c'est des situations complètement... absolument fou. Et c'est vrai qu'on se sent impuissant en fait face à une grande compagnie comme ça. Et surtout, je pense qu'ils jouent un peu sur le fait que c'est une entreprise américaine et que donc du coup, je ne sais pas s'il y a un vide juridique sur... Je ne sais pas, mais voilà, je vous redonne la parole sur ça. Pierre, oui, c'est vrai, c'est une société de droit américain. Et on parle bien de l'extraterritorialité du droit américain, notamment avec le dollar. Donc c'est ça que je crains, c'est que dans ce cas-là, il n'y ait pas beaucoup de recours. Non, on est en France. Si les utilisations, ce qui s'applique au niveau des droits d'auteur, c'est extrêmement clair. Et de dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de respect du droit d'auteur, c'est faux aussi. Aux États-Unis, la grande différence entre les droits français et le droit anglo-saxon, type ce qu'on appelait le copyright, c'est que le copyright, c'est celui qui l'achète, qui en est titulaire des droits. Et ensuite, alors ça pourrait être le cas dans cette procédure, mais peut-être à ce moment-là pour les utilisations qui sont faites dans les pays anglo-saxons. Pour tout ce qui est fait en France, le droit d'auteur, il est complètement associé à la personne et il est inaliénable et il est incessable. Et voilà. Donc là, le contrat, il est purement abusif et il est, au terme du droit français, complètement léonin. Et je pense que si vous utilisez vos photos, que vous les vendez, c'est à eux de venir vous chercher des noises et de faire le procès. Et je ne suis pas convaincu qu'ils le fassent parce qu'ils le perdraient. Enfin, je ne vois pas un juge français, voilà, alors sous réserve des histoires d'originalité de l'œuvre, etc., qui nous posent problème aussi, mais le contrat actuel, il est léonin. Mais dans le cas où c'est eux qui font la procédure, c'est à eux de prouver, enfin, cette histoire d'originalité de l'œuvre le tombe, quoi. Je veux dire, on ne peut pas dire. Donc là, moi, je vous conseille, encore une fois, je ne suis pas juriste, hein, c'est pour ça qu'à la CEF, on a 4 juristes qui sont là et qui travaillent. Et puis, il y a la juriste de l'UPP aussi qui doit être capable de répondre à ça. Mais pour moi, le contrat, il est léonin. Mais la règle, quand on est en France, c'est le droit français qui s'occupe, et de manière générale en Europe, de manière globale. Donc le copyright américain
Et je veux dire, on sait quand même de quoi on parle, parce que sinon on n'aurait jamais conclu un accord avec Google, qui est une société américaine et qui, depuis 2 ans, nous reverse des droits pour l'utilisation des photos qu'elle fait sur Google Images en particulier. Voilà, alors là, je loue le travail de la société d'auteurs de la CEF, notamment dans le cadre de cet accord Google, parce que ça nous permet de récupérer des sous qui auparavant ne nous revenaient pas. Je voulais simplement, pour préciser ce que disait Pierre Ciotte à ce propos, à propos des banques d'images, la position de l'UPP est très claire, c'est de dire on demande maintenant au gouvernement comme aux parlementaires d'ailleurs. Oui, j'ai bien vu qu'il y avait une question là-bas, mais je fais une transition. J'essaye du moins. Et donc c'est simplement pour dire que la position de l'UPP est de demander à ce que le recours aux banques d'images ne soit plus possible pour les banques d'images étrangères, ne soit plus possible pour les administrations de l'État, déjà dans un premier temps, et les collectivités territoriales, enfin tout ce qui touche au secteur public, et après on verra pour le secteur privé. Et que l'on ait recours dans ce cadre-là à des photographes ou à des stocks d'images français qui respectent ce que tu soulignais, Pierre, et les cotisations sociales, et les droits d'auteur, et bien évidemment des prix de marché qui soient décents. Je vais passer donc la parole. Bonjour, excusez-moi, je ne sais pas si on m'entend. Je voulais savoir... Merci. Je voulais savoir en fait... Plus près du micro, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolée. Je voulais savoir si c'était une question de droit ou une question de fiscalité, puisque c'était une compagnie étrangère, que ce soit américaine ou autre. Puisque les contrats sont établis. Si c'est une compagnie étrangère, c'est une question de fiscalité, donc ça doit être de la fiscalité américaine. Et ça ne doit pas dépendre du droit, mais de la fiscalité. Les contrats doivent être établis selon la fiscalité et pas selon le droit. Donc, peu importe où on est, que ce soit en France ou autre, ça dépend de la fiscalité américaine. C'est comme une entreprise qui est française, mais qui a sa fiscalité qui est à l'étranger, mais qui a sa fiscalité en France. Le droit dépend du droit français, peu importe qu'on soit à l'étranger. Mais ça, on est d'accord. En fait, je pense qu'on parle du droit et pas de la fiscalité. Oui, mais je réponds au monsieur, en fait. Pardon. C'est pas à vous que je m'adresse. Je fais une parenthèse par rapport à ce que disait le monsieur. Je m'excuse, je suis désolée. Quel monsieur? Il y avait plusieurs messieurs. Je suis l'avocat du diable. Je me tais. Je suis désolée. Non, ne soyez pas, au contraire. Oui, quel monsieur? Le monsieur qui disait... Ah, Pierre Ciotte. Il disait que peu importe que ça soit une société américaine, on est en France. Mais à partir du moment où c'est une société américaine, si sa fiscalité est établie en Amérique, c'est comme une société française qui est établie à l'étranger, mais qui a sa fiscalité en France. Non, mais là, on ne parle pas exactement de la même chose, je crois, puisqu'on parle du droit de... Je peux être auto-entrepreneur, photographe et avoir ma fiscalité, et être établi à l'étranger et avoir ma fiscalité en France. Donc oui, c'est un peu la même chose. Alors le problème, c'est que là, en plus, vous abordez un sujet qui est un tout petit peu délicat à l'Union des photographes professionnels, puisqu'on milite sur le fait de ne pas avoir le statut d'auto-entrepreneur. Mais ça, on pourra en reparler un peu plus longuement, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Désolée, je m'excuse. Non, ne soyez pas désolé, au contraire. Me tais. La parole est libre, bien évidemment. Donc, mais c'est un tout petit peu différent, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'indiquait tout à l'heure Pierre Ciotte, c'est que de toutes les manières, à partir du moment où ça se passe en France, c'est le droit d'auteur français qui s'applique. C'est pas la question de l'origine de l'entreprise, qu'elle soit américaine, javanaise ou argentine, c'est pas le problème. C'est le droit d'auteur qui s'applique en France. C'est le droit en France. Donc, et c'est la raison pour laquelle, et je voudrais repasser la parole après au sénateur, et c'est la raison pour laquelle on milite beaucoup pour faire en sorte que l'on fasse travailler des auteurs photographes basés en France, je dis bien basés en France, voilà. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui travaillent en France, comme
n'importe qui, que ce soit un artisan, que ce soit un commerçant, travaille en France. Donc ça veut dire, faisons appel aux photographes qui sont basés en France, c'est-à-dire qui payent leur cotisation sociale en France, qui payent leur fiscalité en France, et qui respectent en fait l'ensemble du droit français. Et donc là où je voulais faire le pendant, c'est comment vous, en tant que parlementaire, vous pouvez recevoir en fait non pas tant des doléances que des états de fait où on se rend compte qu'un certain nombre d'acteurs dans la chaîne liée autour du photographe, ou en tout cas autour de l'auteur, ne respectent pas le droit. Comment vous acceptez, ou n'acceptez pas d'ailleurs, le fait que les lois que vous votez, puisque c'est vous le législateur, ne sont pas respectées? Oh, c'est une vaste question, je sais. Oui, c'est une question difficile. Je crois que, voilà, souvent le législateur, il veut bien faire. Simplement, voilà, vous le savez toutes et tous, il y a des stratégies de contournement, il y a des personnes qui cherchent justement à contourner les textes, et la difficulté, elle est là, et vous la subissez. Donc je crois qu'il faut que le droit et la loi aillent dans un sens qui puisse l'être le moins possible. Et donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et c'est vrai qu'il faut créer un SAS, comme quoi les données, donc les photos et les photos faites en France, elles aient une exploitation commune et globale, et qu'elles permettent d'une façon technique incontournable à ce que ceux qui ont fait les photos puissent être rémunérés pour leur travail comme il se doit. Voilà. Et donc ça, c'est là-dessus où justement c'est tout le travail législatif que vous évoquiez. C'est vrai qu'on a la chance au Sénat d'avoir vraiment des juristes de très bon calibre, et qui sont en capacité d'affiner les choses. Mais on est effectivement dans un système complexe. Je vois bien à travers les interventions des uns et des autres que effectivement, le fait de s'adresser à des banques de photos étrangères rend l'exercice difficile. Mais je dirais qu'il ne faut jamais démissionner face à des situations qui nous paraissent injustes, et qu'il faut justement chercher à rendre le travail fait par les photographes en France rémunéré, et que vous ne soyez pas sujet à tous ces phénomènes. Mais il est clair que l'enjeu est complexe, et en tout cas, il en va aussi de la propriété intellectuelle de tout ce que vous faites. Et de toute façon, comme le disait mon voisin, c'est-à-dire que vous constatez qu'avec le temps, finalement, la qualité s'appauvrit, parce que comme il n'y a pas une juste rémunération des choses, eh bien, on tire le métier vers le bas, et tout ça pénalise non seulement l'ensemble de la profession, mais aussi tous ceux qui utilisent ces photos et qui en font bénéficier. Vous parlez des collectivités publiques que je connais bien, mais aussi toute la clientèle privée. Donc oui, non, mais c'est bien conscient à la fois de la difficulté, mais aussi de la nécessité de trouver un système qui soit peu contournable et qui permette d'éviter les stratégies de contournement de vos travaux. Oui, merci, parce que c'est ce dont les photographes ont besoin, donc par l'intermédiaire de l'Union des photographes professionnels, c'est bien évidemment qu'il y ait non seulement une compréhension, mais aussi une défense de la part de nos parlementaires. Donc on est très content que ça puisse se faire. Est-ce que au sein de la salle, vous avez encore des réactions ou des commentaires, monsieur ? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis Vincent Grémillet, je suis photographe de presse et photographe indépendant. J'ai été licencié de 2 magazines différents, un il y a 7 ans et un autre il y a 2 ans. Et toutes les photos que j'ai faites, tous les reportages, c'est-à-dire à peu près 120 reportages, sont sur Internet. Et c'est gratuit pour tout le monde. Et surtout pour les éditeurs. Et les éditeurs, ils ne nous ont pas fait signer de papier forcément. Pour le premier magazine, et pour le deuxième, on a signé des papiers de folie. Et tout est gratuit pour eux depuis
depuis ce temps-là. Alors, sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a un précédent que l'UPP suit depuis quelque temps, qui est un litige entre un photographe et Le Figaro. Je vous invite vivement à vous rapprocher de Stéphanie de Roquefeuille, qui est la directrice des affaires publiques juridiques de l'UPP, qui suit ce dossier-là de manière comme le lait sur le feu, puisqu'il y a eu première instance, appel, cassation, et bon, on attend de voir s'il va y avoir une jurisprudence ou pas, mais je crois que c'est très lié à ce que vous décrivez, vous, dans pour ce qui vous arrive. Donc ce serait bien que vous voyiez avec elle tout à l'heure, là, à la fin de cette conférence, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Dans ce que vous dites, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a toujours... C'est ce que disait, cassation, machin. C'est ce que disait tout à l'heure le sénateur, c'est-à-dire que oui, la loi existe, donc elle doit être appliquée. Et à partir du moment où elle doit être appliquée, après, il y a des juridictions pour pouvoir le faire. J'entendais tout à l'heure... alors, je vais faire une petite digression, mais j'entendais tout à l'heure parler de l'originalité de l'œuvre. Je crois que c'était Pierre Ciotte qui en parlait, il me semble, sauf erreur de ma part. C'est aussi quelque chose que l'on demande de manière extrêmement forte de la part de l'UPP, c'est le renversement de la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre. Alors pour faire simple, aujourd'hui, si quelqu'un nous dit nos photos ne sont pas originales, c'est à nous d'aller devant le tribunal montrer une par une que notre photo est originale pour pouvoir avoir les droits d'auteur afférents. Ce que l'on souhaite maintenant aujourd'hui, ce serait à notre détracteur de dire que la photo n'est pas originale et de le prouver devant le tribunal. Ce qui serait quand même quelque chose de grandement différent. Mais là, bien évidemment, ça passe par la loi. Donc on en reparlera avec les parlementaires avec lesquels on est en contact. Et second truc, au niveau banque d'images, le deuxième magazine qui m'a licencié, maintenant, n'utilise que des photos de banque d'images ou des photos faites par les entreprises. C'est un magazine de bricolage. Donc il demande aux entreprises qui font le bricolage de faire eux-mêmes leurs photos. Et c'est plus que du publi-reportage, mais c'est toujours marqué reportage. Et il n'y a plus un photographe et plus un journaliste dans le magazine. Et là, on demande à la commission de la carte de presse de leur retirer toutes les aides subventions, mais jamais la commission ne veut pas l'entendre. Ouais. Donc il y a encore des choses à faire, voilà. Beaucoup. Édité par un grand groupe de bande dessinée, ce magazine. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, des questions? Oui, Lénie. J'aimerais avoir un peu plus de précision. J'étais très attentive à ce que Mathieu a dit à propos de faire modifier, que les établissements et tout ce qui vient de l'État n'utilisent plus de banques d'images. Parce qu'il y a un effet pervers des banques d'images, c'est que les budgets com diminuent énormément. Puisque ça coûte moins cher, les budgets de communication diminuent et après, ils nous disent ben non, finalement, on est obligé de prendre dans les banques d'images, on voudrait bien vous prendre, mais on n'a plus les moyens. Donc si c'était plus vertueux, donc je ne sais pas où ça en est, si c'est un projet ou si c'est déjà en discussion. Alors, c'est un projet que défend ardemment l'UPP, puisque le principe, c'est de faire travailler les photographes, avant toute chose. Donc nous, ce que l'on demande, c'est dans le cadre de la défense de ce que l'on appelle la défense de la scène photographique française, c'est de défendre et de faire en sorte que ce soit les photographes basés en France qui puissent travailler. Donc trouver une articulation juridique, économique, une articulation globale qui permette de dire on fait travailler d'abord les photographes qui sont en France. Toute proportion gardée, c'est un petit peu ce que disait le président de la République lorsqu'il disait il faut relocaliser l'industrie pharmaceutique en France. Bon, oui, c'est logique. Je préfère que moi, mes médocs soient fabriqués en France plutôt qu'en Chine. Bon, ça peut être du bon sens et faire travailler des Français. Enfin, des ouvriers qui sont en France. Mais de manière générale, c'est aussi de dire, dans la ligne de ce que tu disais, le fait que des administrations de l'État ou des collectivités territoriales ne fassent appel qu'à des gens qui sont basés en France, c'est un peu le même principe que ce que l'on fait avec le cinéma, avec la scène cinématographique française,
ou avec la scène musicale française, avec des histoires. Alors, quand on parle quota, ça commence à. Les cheveux s'ébouriffent dans tous les sens, mais c'est un peu ce principe-là. C'est de mettre en place des systèmes, des mécaniques, des articulations juridiques, fiscales, etc., qui permettraient de dire ben voilà, la scène photographique française est protégée dans ce cadre-là. C'est pas simple, hein. C'est un gros travail. Henri Comte. Oui, juste pour rebondir sur les collectivités territoriales, c'est une excellente initiative, mais même avant ça, c'est-à-dire que quand ils font appel à des photographes, il faut déjà que leur propre contrat, leur propre appel d'offres soit légal ou pas abusif. Enfin, bref, je suis complètement d'accord avec toi. C'est déjà un problème. Et juste pour un petit rappel, j'ai les souvenirs de... Bon, je suis pas un très ancien militant, mais enfin, bon, ça fait quand même quelques années que je suis à l'UPP. Et je me rappelle d'une directive qui doit dater de la fin des années 90, qui émanait du Premier ministre, qui demandait aux collectivités territoriales d'être en accord avec le Code de propriété intellectuelle quand ils passent des appels d'offres aux photographes. Depuis 25 ans, il n'y a pas eu d'autres initiatives et c'est bien dommage. Oui, tu fais référence à une circulaire du Premier ministre qui date de 1998, ou 18 ou 19 de mémoire. On demande à ce qu'elle soit toilettée et recircularisée, ce qui permettrait de remettre un peu de bonnes choses ou de bonnes pratiques, non seulement au sein des administrations de l'État, donc ça c'est un minimum, mais aussi auprès des collectivités territoriales via le ministère de l'Intérieur, de toutes les manières. Donc ça, oui, c'est quelque chose que l'on demande depuis quelque temps, et voilà, les lourdeurs parfois de l'État. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Non? Est-ce que les témoins ont... Oui, alors moi je voulais répondre à Lénie aussi. Alors en fait, la diminution des budgets de communication vient de la financiarisation à outrance des entreprises. Le problème, c'est que la communication n'est pas quantifiable. On ne sait pas. Si on arrête de communiquer, on est sûr, on n'a plus de boulot. Enfin, moi, je l'ai constaté pour moi-même. Donc, il ne faut jamais arrêter de communiquer. Mais en même temps, on ne peut pas mettre ça en équation. C'est impossible. C'est comme la photographie, c'est pareil. L'efficacité d'une photo, on ne sait pas. Mais si on ne la fait pas, on est sûr que les marchés ne tomberont pas. Donc, je pense que on est un peu schizophrène dans cette affaire. Enfin, les entreprises sont schizophrènes. Et c'est vraiment lié à ça, quoi. Tout est pour le tiroir caisse, c'est clair. Alors moi, pour faire passer les droits d'auteur, j'ai développé un petit lexique comme ça, mais des fois, je renvoie la balle dans le camp des industriels. Je leur dis, écoutez, nous, les droits d'auteur, ce sont nos brevets. Vous avez bien des brevets que vous défendez aussi. Et voilà, nous, c'est ça. C'est l'utilisation de nos photos qui nous fait vivre. Donc, il faut arriver à renvoyer la balle dans leur camp, par exemple aux collectivités territoriales, quand ils considèrent que je suis trop cher, et à chaque fois c'est le coup, hein, je leur explique, oui, si on ne paye pas d'impôts, comment on va faire vos salaires? Oui, parce que l'économie, voilà, ça revient à la case départ. Alors, il y en a une qui m'a répondu, ah oui, on n'avait pas vu ça comme ça. Je dis, oui, la France ne fonctionne pas, ça tombe pas du ciel, quoi. L'impôt est pris sur l'activité, la création de valeur ajoutée dont nous faisons partie. Et nous aidons nos clients justement à se développer. Nos photos servent aussi à ça. Donc voilà, j'essaye de former les clients, quoi, et de sortir de la vision abrupte de la dernière ligne du devis, c'est-à-dire combien ça coûte. On arrive... Oui. Alors... Et vous vous présentez en même temps, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Florence. Pour moi, je ne suis qu'étudiante en photographie, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre. On parlait justement du droit d'auteur et les copyrights, ça a été évoqué tout à l'heure. La différence, en fait, c'est que le copyright, c'est quand on a un client et qu'il y a une commande commerciale, c'est ça. Donc, le copyright lui appartient, mais on est toujours... Voilà, donc développé. Je vois que j'ai des bêtises. Je vois Renaud devant. Non, vas-y, réponds. Alors, je ne suis pas très très fort en tout ça. Mais le copyright, ça ne vaut rien en France. Ce qui compte, c'est le droit d'auteur qui doit être cédé dans le temps, dans le support, etc. Il ne faut pas mélanger les deux. Copyright en France, ça n'a aucune valeur. On est d'accord ? Voilà. Et en fait, ce que j'entends aussi, j'entends des gens qui disent des choses
mademoiselle ou madame, pardon, vous disiez j'ai donné mes photos. On ne donne jamais ses photos, même quand on est étudiant. J'ai entendu des gens qui sortaient d'une grande école de photo en disant voilà, j'ai sorti de VV. Le gars, il avait fait des études dans une école suisse phénoménale. Et en sortant de l'école, il a donné ses photos. Alors je dis qu'est-ce que tu as donné? Ben, j'ai donné un CD. Oui, mais qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as donné? Ils vont les reproduire. J'ai non, tu dois céder tes droits limités. Et tu ne donnes rien, tu donnes juste le droit d'utiliser tes photos. Et ça, il faut bien que ça rentre dans la tête dès qu'on commence, en fait. Sinon, effectivement, on vous prend. Vous avez ouvert le paquet et les gens piochent dedans. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et trop agressif. Allô? Oui, j'aimerais pour une fois apporter un peu plus pour expérience au niveau du don. Moi, j'ai aussi une expérience à une agence photo sport où j'ai donné mes photos. En fait, quand vous commencez une activité, demandez toujours un contrat papier. J'ai fait confiance par la notoriété, comme Getty, comme d'autres, comme je suis sûr, beaucoup ont vécu et vont vivre dans le futur. Donc, si vous êtes ici présent, si notre expérience peut vous aider à ne pas reproduire ce que nous avons vécu, on aura déjà gagné beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que je peux... Aline. Pardon. J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport au monsieur qui parlait tout à l'heure. Je suis déjà désolée pour ce qui vous est arrivé par rapport au magazine. J'ai eu quelques commandes par Libération et bon, ça va du bon sens, mais en fait, à chaque fois qu'il y a une photo qui est republiée par Libération, ils nous payent, ce qui est en fait normal. Mais en fait, voilà, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, si jamais vous avez travaillé pour un magazine qui vous ont payé pour une commande et qui republient une photo qu'ils ont dans leur stock, en fait, ils sont censés vous payer. Voilà, c'est du bon sens, mais c'est toujours bien à le rappeler, notamment pour des jeunes photographes qui pensent que voilà, ils ont cédé leurs photos parce qu'ils ont une journée de commande. En fait, voilà, chaque utilisation demande un droit et un prix. Pierre Ciotte. Oui, je m'excuse, je ne veux pas non plus monopoliser, mais sur ce point précis du contrat de travail dans la presse, c'est extrêmement légiféré. Donc, ce n'est pas aussi simple que ce que tu viens de décrire. La réalité du code de la propriété intellectuelle est qu'effectivement, chaque utilisation doit être payée. Donc, je suis d'accord avec Renaud, on ne donne pas une photo, on donne le droit à une utilisation parce que pour tel ou tel truc. En matière de presse, c'est quand même un peu plus complexe depuis ce qu'on appelle, nous, les accords dits Adopi, puisque dans le cadre de commandes, il y a les cercles virtueux, donc c'est quand même extrêmement plus compliqué. Ensuite, reste quand même la relation. Moi, j'ai été journaliste pendant 40 ans, donc je connais bien la situation, et salarié, du coup, et régulièrement à temps partiel d'un certain nombre de journaux. La règle étant que si ce n'est pas écrit, les photos, elles restent votre propriété. Je voulais répondre à monsieur, là, dans ce qui vous est arrivé, en fait, ce qu'il faut reprendre, c'est votre contrat de travail initial avec cette revue. Et si dans ce contrat de travail, les cessions, l'appartenance des photos, la cession de droits, tout ça, ça n'existe pas, il y a encore une fois des moyens juridiques de faire appliquer la loi et de faire retirer ces photos d'Internet, ou que du moins vous puissiez en retrouver la jouissance si c'est vous qui l'avez. Moi, j'ai été dans plusieurs agences, notamment à l'AFP. Quand j'ai été licencié de l'AFP, la question de mes archives s'est posée. Et ça a fait l'objet d'une négociation particulière sur ce point, et pour lequel j'ai accepté de céder mes droits d'utilisation à l'AFP. Il n'empêche que ça, c'était dans les années 80 et que l'Internet n'existait pas. Et quand en 2000, ils ont créé, ou dans les années 2000, la Banque Forum d'Images, l'AFP a fait comme si tout lui appartenait et qu'il pouvait absolument faire tous les usages qu'il voulait. Or, dans le contrat initial, l'usage numérique n'était pas pris en compte puisqu'il n'existait pas. Donc, l'ACEF, on a fait plier l'AFP de manière, aujourd'hui, il y a un contrat. Et moi, alors que j'ai été à l'AFP dans les années 80, je continue à percevoir des droits via cet accord sur l'utilisation de mes images. Donc rien n'est jamais perdu. Et effectivement, il faut se battre. Mais la conjonction entre ce qu'on appelle le contrat de travail, c'est-à-dire quand on est photographe salarié,
Et la récupération des droits, elle se joue aussi par l'écrit. Et oui, l'écrit, il est important. Et que même quand on donne des droits d'utilisation à quelqu'un, ben, il vaut mieux le formuler par écrit, y compris pour le protéger lui-même. Parce que dans ce que disait Gilles, effectivement, il faut éduquer les clients. Et le droit d'auteur, généralement, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais quand vous leur dites que s'il n'y a pas de contrat de droit d'auteur, s'il n'y a pas de cession de droit d'auteur, quand vous allez mourir, alors c'est un peu rude à dire quand on a un certain âge, quand vous allez mourir et qu'ils auront affaire à vos ayants droit, eh bien, ils sont dans une insécurité juridique grave, parce que l'ayant droit, il ne sera pas du tout en position de chantage et de subordination vis-à-vis d'un client, même dans une commande privée, et qu'à tout moment, les ayants droit, ils vont dire « Ah ben non, mais là, nous, on réclame des droits » et ils les réclameront au tribunal. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des cessions de droits bien définies, de manière à ce que on soit dans les clous au niveau juridique. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui veulent être faites? Oui, vas-y. Je voudrais juste intervenir, mais quelques secondes, pour dire que autant pour la musique, le grand public, enfin tout le monde a conscience que de l'appartenance. Je trouve que la conscience collective sur la photo, elle n'est pas suffisante. Et je crois qu'il faut travailler cette question. Alors effectivement, il y a des personnes qui savent très bien ce qu'elles font quand elles pillent des photos, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience qu'il y a un droit d'auteur et qu'ils touchent à la photo et qu'il n'est pas suffisamment connu. Et que peut-être ça aiderait aussi les parlementaires que nous sommes ou toute personne à défendre ça, parce que ce n'est pas suffisamment connu. C'est exactement ça, et c'est notamment une des revendications de l'UPP, c'est de revendiquer le fait que le droit d'auteur s'applique bien aux photos de manière générale, mais on souhaite aussi éduquer les plus jeunes d'entre nous sur l'image, l'utilisation de l'image, le droit à l'image, bien évidemment, le droit d'auteur. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, tout le monde fait des photos, y compris moi, ma gamine, lorsqu'elle avait 3 ans, elle savait faire des photos avec mon téléphone. Donc, il faut que... Donc, ce que l'on réclame, c'est auprès notamment via le ministère de la Culture et auprès du ministère de l'Éducation nationale, ce serait d'avoir de la maternelle ou de la primaire jusqu'au lycée, des classes d'éducation à l'image, au même titre qu'il y a aujourd'hui une éducation morale et civique. Ce serait du grand public et ça permettrait à ces générations qui arriveraient ensuite à comprendre que les images, on ne les prend pas sur Internet n'importe comment, on n'en fait pas ce que l'on veut, etc. etc. Donc l'éducation et la pédagogie sont des éléments extrêmement importants à mon sens. Donc ça va vraiment dans ce sens-là. Mathieu, oui, j'ai une anecdote en tant que délégué régional, donc président de l'UPP Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un jour une radio de Valence qui m'appelle parce qu'un des photographes les poursuivait pour l'utilisation d'une de ses photos sans contrat. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la radio en question avait un stagiaire qui sortait d'une école de commerce et qui est allé piocher l'image sur le web. Donc le confrère s'en est rendu compte, il a fait une note assez salée à la radio, à hauteur de 1 500 €. Et donc, le directeur de la radio était un peu désespéré et il me demandait s'il n'existait pas des barèmes et tout. Alors, je lui ai dit oui, effectivement, il existe des barèmes, mais enfin, chacun fait comme il veut, c'est fonction de la notoriété du photographe. Et je lui disais, de toute façon, c'est plus maintenant que vous pouvez raisonner comme ça. Et alors, en creusant un petit peu, ce qui m'a avoué, c'est que le jeune en question, donc, était élève d'une école de commerce et que les profs leur disaient que si c'était sur le web, c'était open bar. Voilà, ça c'est du vécu. Donc la radio en question, je lui ai dit, écoutez, la solution pour vous, c'est faites fonctionner votre protection juridique et c'est tout. Donc j'ai plus de nouvelles, je suppose que ça a fonctionné. Alors j'ai exactement la même histoire. Moi je suis diplômé d'une école, Sciences Po, et c'était dans le cadre de l'association des diplômés de l'école. Le secrétaire général de l'association des diplômés qui m'appelle en me disant « Oh là là, Mathieu, j'ai un problème, je me suis fait rattraper par la patrouille, il y a une boîte genre Pixtrack qui me demande plusieurs centaines d'euros pour une photo. » C'était la photo du gouvernement qu'ils avaient mise sur le blog, sur le site internet de l'association des diplômés. Je dis « Oui, mais est-ce que tu as acheté les droits ?»« Non, je l'ai pris sur le site de l'Élysée. Et j'ai même mis le crédit photo Élysée. » Je dis « Oui, mais
tu peux pas prendre la photo. Et ce secrétaire général, en plus, c'était un journaliste, un rédacteur journaliste. Bon, ben, je lui dis, de toute façon, mon gars, c'est pas compliqué, tu vas devoir passer la caisse. Donc voilà, tu ne peux pas faire ça. Et donc l'éducation dont vous parliez, monsieur, c'est exactement dans ce sens-là. Il y a un défaut de compréhension de notre système et notamment de notre système juridique qui nous entoure. Est-ce que vous avez encore des réactions? J'avais une petite question tout à l'heure quand on parlait de quelqu'un qui devait justifier que la photo, c'était bien lui qui l'avait prise. Est-ce que c'est pas le rôle justement des métadonnées de... Alors c'est exactement ça. La seule différence, c'est que lorsque les métadonnées ont été écrasées, c'est un peu plus compliqué. Donc après, il faut... voilà. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas sur l'originalité de l'œuvre. Parce que tout à l'heure, je crois que vous faisiez... Enfin, c'est ce dont je parlais, et vous faisiez référence à l'originalité de l'œuvre. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore un autre élément. Oui. Il y a l'originalité de l'œuvre, c'est-à-dire que votre photo, elle est empreinte de votre originalité, de votre œil et de votre composition artistique. Alors que les métadonnées, c'est la carte d'identité numérique de votre photographie. C'est encore un autre élément. Oui, bien sûr. Et je disais juste que pour prouver qu'on est l'auteur d'une photo, il suffit de montrer le format RAW. Puisque voilà, là, du moment qu'on l'a, on en a forcément... Et normalement, dans le boîtier, c'est enregistré. Sauf si on a enregistré dans le boîtier notre... pas copyright, justement, mais notre nom... C'est inscrit dans les métadonnées que c'est à nous. Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est pas forcément l'objet. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Oui, bonjour, je m'appelle Catherine Bibolet, je suis photographe depuis... Non, Ah, oui, c'est vrai, il faut le mettre dans la bouche. On vous entend pas. Hello. OK. Excuse me. Je suis Catherine Bibolet, je suis photographe depuis 35 ou 40 ans. J'ai aimé beaucoup la photographie, c'est toute ma vie. Je lui ai donné ma vie, je vais sûrement lui donner autre chose, parce que je pense qu'elle meurt. Elle meurt en raison de l'argent, des budgets. Et ce qu'il faut que tout le monde sache quand même ici, me semble-t-il, c'est que par exemple, dans les rédactions, je ne dis pas l'ensemble de la presse, mais la plupart des rédactions, en 10, 20 ans, il a été donné comme mot d'ordre par les rédacteurs en chef. Alors, iconographes, quand ils en utilisent encore, parce qu'elles aussi, elles sont en train de tomber, de prendre en priorité les photos qui étaient gratuites. Ensuite, on va chercher sur, par exemple, Pixpalace. Parce qu'en effet, Pixpalace regroupe l'ensemble d'agences qui peuvent se payer l'abonnement à Pixpalace. Avant, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que les agences contactaient directement les chercheurs de photographie, les directeurs artistiques. C'est un temps complètement révolu, il n'y en a plus. Les iconographes, qui étaient des vrais iconographes de métier, qui savaient que les photographes travaillaient comme un ouvrier à la mine, ou pas, parce qu'il y a beaucoup de genres de photographes. Il y a des gens de milieux très simples, et puis il y a des gens de milieux très différents. La photographie est extrêmement variée. Mais je crois que nous sommes tout simplement tombés dans cette ère du tout gratuit. Et que cette ère du tout gratuit, avec des abonnements ou pas, a totalement déformé la réflexion des jeunes, et ce n'est pas pour les critiquer. Moi, je me sens totalement vieille aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout ce que l'on m'a appris de l'image. On m'en a appris le profond respect, et surtout de la payer en fonction de sa qualité. Nous ne sommes plus dans cette époque. Il est évident que ce qui est véhiculé, c'est le fait de payer le moins possible. Et je sais que tout le monde le sait. Je le dis parce que je ne peux plus vivre comme ça. Ça me libère. Je vais peut-être pleurer un peu moins. Mais voilà. Excusez-moi d'avoir fait cet aparté. Et messieurs, dames, mes meilleurs sentiments.
Merci Catherine. Est-ce que vous avez... Waouh. J'ai l'impression d'avoir la voix de Dark Vador. Je me disais chouette. Est-ce que vous avez moi, une dernière parole, parce qu'on va clôturer. Oui, non, mais c'est très rapide. Tous les groupes de presse sont adossés à des groupes financiers maintenant. Le Crédit Mutuel pour le Dauphiné Libéré, par exemple. Donc c'est tout. Là, la réponse, elle est là. Est-ce que Aline, monsieur le sénateur, si vous avez... Non, c'est bon, Aline ? Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette conférence.